Chers internautes, bonjour et bienvenue pour notre webinaire du 14 janvier qui s'intitule « Comment bien choisir ma formation ?» Comment bien choisir ma formation à l'heure de la réforme. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui, nombreux, mais néanmoins pas si nombreux, donc nous serons en proximité et peut-être pourrons-nous vous répondre de manière exhaustive. Ce webinaire est prévu pour se dérouler une demi-heure. On aura peut-être besoin d'un peu plus de temps si les questions sont nombreuses. Voilà, nous sommes deux aujourd'hui pour animer ce webinaire. Je laisse le soin à ma collègue de se présenter. Donc, bonjour, Sandra Bertrand, conseillère en évolution professionnelle au Fonds Gestif Bretagne. Et donc j'accompagne Sandra aujourd'hui. Je suis également conseillère au Fonds Gestif Bretagne, mon nom étant Virginie Legat. Ce webinaire sera accessible en replay sur notre chaîne, donc à partir du site internet du Fonds Gestif Bretagne. Alors, nous avons choisi le thème du choix de la formation, que la loi Avenir professionnel datant du mois de septembre 2018 va donner lieu à d'importants changements en matière de formation professionnelle. Et un des principaux changements est de permettre à tous les actifs d'acheter une formation professionnelle via une application sur son smartphone. Ce sera donc l'application CPF qui devrait apparaître en fin d'année, au dernier trimestre. Donc nous serons, nous tous, actifs, libres de choisir une formation et d'en demander le financement à partir de notre smartphone. Alors, la question du choix de la formation devient dans ce contexte vraiment essentielle, puisqu'il faudra effectivement être stratégique dans la manière d'utiliser son compte personnel de formation. Et donc, nous avons décidé d'utiliser notre expérience, l'expérience de l'accompagnement que nous avons mené dans le cadre du Conseil en évolution professionnelle au cours des 5 dernières années, pour illustrer des critères de choix qui sont très pratiques à utiliser en situation de choix de formation. Alors, petite précision avant de démarrer, avant d'entrer dans le vif du sujet. Le contenu de ce webinaire s'adresse plutôt à des personnes qui ont déjà un choix en tête, une idée de formation, un projet de formation. Si vous en êtes au stade préalable de rechercher une formation et peut-être même de réfléchir à votre projet professionnel, les critères qui seront présentés aujourd'hui seront peut-être trop précis. Donc, si vous en êtes au stade de la réflexion pour votre projet professionnel et que vous n'avez pas encore identifié la formation que vous souhaitez faire ou que vous ne savez pas comment la chercher, là, on vous invite plutôt à nous contacter par téléphone pour prendre rendez-vous et effectivement, nous, conseillers en évolution professionnelle, serons à même de vous accompagner sur cette question. Sandra, je te laisse la parole pour entrer dans le vif du sujet. Ah, pardon, j'ai oublié de dire, je peux avancer la diapositive, que le webinaire est enregistré, donc ça c'est pour le replay, que vous pouvez poser vos questions avec la fonction chat. Je vais essayer d'y répondre au fil de l'animation, et que si vous avez des soucis techniques, utilisez la fonction chat technique, c'est celle qui est entourée en violet avec un petit sourire à l'intérieur. Un technicien vous répondra sur ces aspects techniques. Voilà. Alors, donc pour
vous aider à bien choisir votre formation, on a décidé d'aborder la question sous deux angles. Le premier angle, ça va être concernant la finalité de la formation et ses conditions d'accès. On va parler de reconnaissance de la formation, de la sélection d'entrée en formation et l'individualisation de l'offre de formation. Et le deuxième angle qu'on va voir ensuite, ça va être concernant le contenu, ce qu'il y a dans la formation et comment elle se déroule en termes d'organisation, de pédagogie et de coûts. Par rapport à la finalité de la formation et les conditions d'accès, donc on va être sur la reconnaissance de la formation. Un des premiers critères, c'est est-ce que la formation est certifiante, c'est-à-dire est-ce qu'elle délivre, est-ce que le fait de la suivre permet d'obtenir un petit diplôme, une petite certification. Alors là, je vais prendre un exemple assez classique. Beaucoup de personnes ont utilisé leurs heures de compte personnel de formation, par exemple, pour faire des formations en anglais. Et du coup, étaient favorisées, ils n'étaient que financées les formations en anglais qui pouvaient délivrer une certification de type TOEIC ou de type TOEFL. Donc, c'est vrai que c'est un critère important, c'est-à-dire est-ce que la formation que vous choisissez va avoir un certificat à la fin, une attestation ou un diplôme. Ensuite, on va avoir aussi, par rapport à la reconnaissance de cette formation, quel est le taux de réussite à l'examen. On va avoir aussi la partie sur l'ancienneté de la formation dans le centre. Alors là, c'est plutôt le référencement, les références des formateurs et des intervenants. Donc là, c'est des critères importants à regarder, c'est-à-dire, en général, les organismes de formation, ils mettent leur taux de réussite, ils sont en capacité aussi de présenter les profils des formateurs qui interviennent, et du coup, depuis combien de temps la formation est faite, est-ce qu'il y a eu d'autres sessions auparavant, et comment, éventuellement, s'il y a des retours de stagiaires. Alors, sur certains sites internet d'organismes, vous avez des témoignages à ce sujet. Ça, c'est un critère. Et ensuite, au niveau de la reconnaissance, on a le dernier critère qui va concerner le taux d'insertion des personnes qui ont suivi la formation et la nature des postes occupés après la formation. C'est-à-dire, combien de personnes qui ont suivi cette formation sont en poste aujourd'hui. Est-ce que les postes qu'ils occupent sont en lien avec la formation suivie, en CDI, en CDD, ou autre type de contrat, ou est-ce qu'ils ont créé leur activité, par exemple. Donc ça, c'est des questions aussi que vous pouvez poser aux organismes de formation que vous allez rencontrer. Donc là, on était sur la reconnaissance de la formation, comment elle est reconnue et qu'est-ce qu'elle donne comme certificat. Alors, ensuite, vous avez un autre critère qui va être important à regarder, c'est quelle est la sélection au niveau de l'entrée en formation. Parce que si l'organisme vous dit on prend tout le monde, ça peut être problématique. Donc il faut quand même avoir des critères de sélection. Donc le premier critère de sélection, ça va être quels sont les prérequis pour entrer en formation. Est-ce qu'il y a un niveau de diplôme demandé ou un niveau d'expérience professionnelle. Ça va être important à regarder. Et puis, si vous n'avez pas les prérequis, quelles sont les possibilités pour pouvoir pallier à ceci. Ensuite, vous avez un autre critère. Comment se déroule cette sélection? Est-ce qu'on est sur un concours, des tests de sélection, un entretien, des entretiens de motivation, un dossier de candidature? Donc ça, c'est important aussi pour vous à connaître, c'est-à-dire que l'idée, c'est que vous puissiez éventuellement vous préparer et puis regarder, en fonction des organismes de formation, quelles sont les sélections d'entrée différentes possibles. Et surtout vous préparer, c'est ça qui est important. Et puis, on va avoir un autre critère aussi. Qu'est-ce que l'organisme de formation va vous redonner? Comment il va formaliser l'entrée en sélection?
l'entrée en formation, pardon, est-ce qu'il vous fournit une synthèse de positionnement, des résultats de concours alors, une petite parenthèse quand même sur la synthèse de positionnement, qui va avoir de plus en plus d'importance aujourd'hui par rapport aux éventuelles demandes de financement que vous pourriez faire par la suite. Ça devient presque obligatoire de fournir une synthèse de positionnement par les organismes de formation que vous allez rencontrer. Donc il y a un moment où ils vont se mettre en ordre de marche, c'est peut-être déjà fait par rapport à ces positionnements préalables, puisque c'est dans la loi où ils doivent fournir une synthèse de positionnement à la personne qui veut faire une formation chez eux. Voilà en gros les 3 principaux critères par rapport à la sélection au niveau de l'entrée en formation. Je continue. Alors, le dernier critère qui décompose en 3 parties va concerner l'individualisation de l'offre de formation. L'idée là, c'est que vous puissiez avoir la possibilité, tant que faire se peut, d'avoir une adaptation de parcours selon vos acquis. Alors, je précise ça. Bien souvent, les formations, elles ont un programme, une durée, un contenu bien spécifique en fonction du diplôme ou de la certification. Et aujourd'hui, de plus en plus, les organismes, les financeurs aussi, et les personnes vont chercher à avoir des parcours, on va dire, de plus en plus adaptés, c'est-à-dire il y a peut-être des compétences que j'ai déjà, est-ce que j'ai besoin de suivre toute la formation, et est-ce que l'organisme peut me proposer une adaptation du parcours. Donc, ça c'est une question très importante, je pense, vis-à-vis du choix de la formation. Ensuite, en autre critère, vous allez avoir aussi la question de est-ce que le centre de formation peut proposer des remises à niveau. On a vu tout à l'heure, il y a des sélections au niveau de l'entrée de la formation possible, avec une synthèse de positionnement. Il se peut que la personne n'ait pas le niveau requis pour rentrer en formation. Et du coup, la question c'est est-ce que l'organisme de formation propose dans son offre de service des possibilités de remise à niveau et avant une éventuelle entrée en formation, bien sûr. Vous avez cette question-là. Et ensuite, on est sur la notion de est-ce que l'organisme de formation vous propose un programme? Alors, c'est possible d'individualiser, on a vu ça juste au-dessus. Un devis, un planning. Ce sont 3 documents indispensables pour vous faire une idée de la formation, de son organisation et de ce qu'elle peut proposer. Et ce sont des documents aussi qui vous seront utiles pour faire votre choix, bien sûr. Et évidemment, après, derrière, peut-être revu suite à l'individualisation des parcours pour faire une demande de financement ultérieur, si besoin est. Là, on était sur la première partie. N'hésitez pas à poser vos questions si au fil du déroulé vous interrogez sur la manière de procéder pour poser ces questions ou si vous souhaitez clarifier certains points. Pour l'instant, nous n'avons pas de questions dans le chat, mais n'hésitez pas à les poser dès maintenant. Oui, parce que je maîtrise le sujet, donc j'ai un peu de C'est très bien. Donc, deuxième partie, dans les critères de choix, là, ça va concerner le contenu et le déroulement de la formation. Donc, c'est important aussi pour vous de savoir qu'est-ce qu'il y a dans la formation et comment elle se déroule, et de comparer ça d'un organisme à un autre. Donc, en premier critère, on va avoir quelque chose d'important pour vous quand même. La formation est-elle à temps plein ou à temps partiel? Est-ce qu'elle est continue ou en discontinue? Alors j'explique. Continue ou discontinue, voilà, c'est la différence entre je suis en formation toute la semaine, ça va être toute la semaine, tous les mois, et sur plusieurs mois, c'est du continu. Et discontinu, je suis en formation quelques jours par mois ou
quelques jours par semaine, et le reste du temps, je retourne à mon travail, enfin, je suis au travail si je suis actif, ou je fais autre chose si je suis dans une autre situation. Donc c'est important pour vous d'avoir ce critère-là, parce qu'il peut y avoir des formations, des organisations différentes selon les organismes. Il y a des organismes qui des fois font des formations où il n'y a pas cours le mercredi, où il n'y a pas cours le vendredi après-midi. Quel impact ça peut avoir? Là, c'est important. Et puis je fais le lien là avec la demande d'autorisation d'absence que certains seront peut-être amenés à faire vis-à-vis de leur employeur. Donc par rapport à ce projet de formation-là, c'est vrai que ça peut avoir une importance et un impact aussi sur la possibilité ou pas d'être remplacé dans son poste pendant qu'on est en formation. Et puis aussi sur un impact sur la charge de travail aussi, parce que c'est vrai que si on est 2 jours par mois en formation et qu'on n'est pas remplacé, ça peut avoir un impact aussi sur la charge de travail. Donc voilà, ça c'est la partie organisation, on va dire temporelle, au niveau de la formation. Ensuite, vous avez un autre critère, alors même plusieurs dans le même. Quelles sont les conditions matérielles d'accueil pour l'apprentissage dans la formation? Quels sont les horaires du centre de formation, les périodes de fermeture du centre? Alors là, on a mis plusieurs critères en même temps. C'est vrai que les conditions matérielles d'accueil sont importantes aussi pour pouvoir apprendre dans les meilleures conditions. Ce sont des salles, comment c'est organisé. Les horaires aussi du centre de formation, ça rejoint un petit peu le critère d'avant, mais est-ce que il y a des cours tous les jours? Est-ce que ça se termine plus tôt? Ça démarre plus tôt le matin et ça finit plus tôt le soir? Et les périodes de fermeture du centre, parce que certains centres de formation, des fois, sont fermés pendant certaines vacances scolaires. Donc c'est un critère qu'il faut avoir aussi en tête, c'est-à-dire que ça rejoint le critère juste au-dessus, en termes d'organisation de la formation. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, s'il y a beaucoup de vacances scolaires pendant lesquelles il n'y a pas de formation, quel impact ça va avoir sur mon autorisation d'absence si je suis actif? Donc, et alors, le dernier critère au niveau de l'organisation, ça va être les dates d'examen et les modalités au niveau de l'évaluation de fin de formation. Est-ce que j'ai, une semaine d'examen en fin de formation? Est-ce que c'est un examen des devoirs continus au cours de la formation? Comment ça s'organise? Est-ce que c'est un diplôme que je vais passer en même temps que plein d'autres personnes dans un centre d'examen à la fin de la formation? Voilà, tous ces éléments-là sont importants à prendre en compte aussi. Donc voilà pour l'organisation. Ensuite, on va aborder l'aspect pédagogique. Donc le orange ici, et on va regarder. Alors, intéressant aussi et important, quand vous avez comme ça 2 formations qui vous semblent intéressantes par rapport à votre projet, ça va être de regarder quelle est la proportion de stages pendant ma formation et à quel moment ils interviennent. Je peux avoir des formations professionnelles pour adultes dans lesquelles il peut y avoir des stages qui sont soit à la fin de la formation complètement, soit qui peuvent être des petites périodes de stage de, 2-3 semaines entre chaque module de formation éventuellement. Donc ça va être important à regarder, à quel moment ils interviennent, et puis aussi, parce que c'est aussi une question qu'il faudra anticiper aussi quand on choisit une formation, c'est un moment, est-ce que c'est aussi à moi de chercher mes lieux de stage et comment je vais commencer à regarder pour des lieux de stage qui peuvent être pertinents pour la formation. Là, j'anticipe sur la suite, sur autre chose. Autre critère qui va être important aussi dans la pédagogie, ça va être les modalités en fait pédagogiques. Est-ce que je suis dans une formation qui va être à distance au niveau informatique? Est-ce que je viens dans l'organisme de formation tous les jours, enfin régulièrement en présentiel? Est-ce que mon parcours est individualisé? Est-ce
qu'il y a du travail collaboratif. Et puis, alors autant de questions avec des petits points de suspension, mais quel est le volume horaire aussi de travail personnel? Parce que souvent on nous dit que une fois qu'on est en formation, il y a voilà, ce qui se passe la journée dans l'organisme, et puis il va y avoir le travail à faire chez soi le soir, et ça peut avoir un impact plus ou moins important sur la vie personnelle de chaque stagiaire, de chaque personne qui va en formation. Et l'avoir anticipé permet souvent de mieux le vivre. Donc c'est important d'avoir une idée, et les organismes sont en mesure de répondre à cette question-là. C'est-à-dire, voilà, si c'est une formation qui se fait depuis des années et qu'ils ont un recul sur les stagiaires et sur la somme de travail qui leur est demandée, en fait, ils peuvent vous apporter ces réponses-là. Donc, question. Alors il y a une question en fait de Malika qui demande en fait si le raisonnement aujourd'hui présenté, enfin si les critères présentés, les critères de choix sont utiles pour autant pour les formations à distance que par exemple en visioconférence. Donc je rebondis sur ce que vient de dire Sandra, où en effet la notion de travail en dehors de travail personnel est véritablement à prendre en compte pour estimer l'organisation à mettre en place, l'organisation personnelle pendant la formation. Et sinon, effectivement, il y a une autre question, de Caroline qui demande si un mode est à privilégier entre les formations présentielles et les formations à distance. Alors, difficile de répondre sans connaître votre situation individuelle, puisque de nombreux critères entrent en ligne de compte. En effet, le fait de suivre une formation à distance peut effectivement impacter davantage votre organisation de vie personnelle, aussi organisation matérielle. Voilà, on peut se poser la question aussi de savoir si vous êtes à l'aise avec les outils numériques, comme par exemple le partage d'outils en ligne ou des outils collaboratifs qui aujourd'hui sont largement utilisés dans les formations à distance. Voilà, ce genre de questions. Mais effectivement, il faudrait que l'on puisse considérer votre situation dans son ensemble pour en tout cas vous aider à décider entre ces deux critères. Et puis il y a aussi la question entre le présentiel et le à distance, il peut y avoir aussi une question de mise en pratique aussi sur certaines techniques, sur certaines compétences qu'on veut acquérir, que le présentiel peut permettre peut-être plus facilement que le à distance. Voilà, tout dépend de la formation, de ce qu'on veut y apprendre et à quoi il va servir après derrière dans le projet. Alors Caroline poursuit en fait avec sa question en disant est-ce que finalement au bout de la formation, le fait de l'avoir suivi en présentiel ou à distance est mieux reconnue? Enfin, est-ce que l'une des deux modalités est plus reconnue? Je ne crois pas. Je pense que c'est plutôt la certification qui sera au bout de la formation, c'est-à-dire le diplôme ou le titre ou le certificat encore que vous pourrez obtenir, qui sera là et qui lui aura vraiment une valeur. La modalité que vous allez choisir ne donne pas de valeur au diplôme, mais par contre elle peut vraiment impacter sur la manière dont vous allez vivre la formation. En cela, c'est plutôt de cette manière qu'il faut considérer la question. Une autre question est intervenue entre-temps, une question de Céline demandant est-ce que l'on revienne sur la synthèse de positionnement. Alors, je vais laisser Sandra terminer sur la deuxième partie et je reviendrai à l'issue de cette deuxième partie sur le positionnement. D'accord. Donc, au niveau de la pédagogie, on a un dernier critère qui va être important aussi à prendre en considération, c'est-à-dire le critère matériel, c'est-à-dire
par rapport à certaines formations, des fois, il faut avoir des outils, des ouvrages, un ordinateur pour faire la formation. Alors l'ordinateur, ça devient, je pense, indispensable pour beaucoup de formations aujourd'hui, hein. Il peut y avoir besoin d'acheter des livres, il peut y avoir besoin d'avoir des outils. Alors, comme exemple, je peux citer la mallette de couteau pour une formation en cuisine, par exemple, de boucher. Ça peut être aussi la mallette aussi indispensable pour les personnes qui font des formations, par exemple, en coiffure. Voilà. Ça, ce sont des outils qui vont être indispensables pour faire la formation. Il faut le savoir, parce qu'il y a besoin de les acheter. En général, les organismes de financement souvent ne les prennent pas en charge parce que ça fait partie éventuellement des outils qui serviront plus tard pour exercer le métier. Et puis, c'est aussi la question de quels sont les matériaux, les outils qui sont fournis par l'organisme de formation. Des fois, il peut aussi fournir des ouvrages au fur et à mesure de la formation, ou des choses à télécharger, ou des choses à partager sur un réseau, par exemple, informatique. Donc ça, c'est des questions aussi que vous pouvez poser au niveau de la pédagogie. Et puis, on va arriver au dernier critère, la deuxième partie, qui concerne plus les aspects financiers. Parce que c'est un critère de choix aussi de formation. On peut constater qu'il y a des tarifs différents selon, parfois pour la même formation. Donc la question, c'est quel est le montant des frais pédagogiques, quel est le montant éventuellement des frais annexes. Alors, je reprécise simplement, les frais pédagogiques, c'est le coût que demande l'organisme de formation pour la formation. Chaque formation ayant un coût, l'organisme dit c'est tant pour cette formation-là. Et le montant des frais annexes, ça peut être les frais de dossier, les frais d'inscription, voilà. Alors, c'est plutôt cette rubrique-là, frais de dossier, frais d'inscription. Rarement c'est pris en charge, c'est rarement pris en charge par les organismes de financement aussi. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête parce que ça peut être aussi pour vous à budgéter. Ensuite, vous allez avoir aussi la notion de coût horaire. Parce qu'il peut y avoir des formations différentes, les mêmes formations, qui ont un coût horaire différent. L'organisme explique pourquoi. Et puis, quel est le volume horaire aussi de la formation. Parce que c'est vrai que ça va être un critère aussi de choix. Il y a des formations qui peuvent être les mêmes, mais qui ne vont pas avoir le même volume d'heures de formation. Donc, qu'est-ce qu'il y a en plus, qu'est-ce qu'il y a en moins ça va être un petit travail de comparaison à faire aussi. Et puis au niveau du coût, on a aussi ce dont je parlais tout à l'heure, mais qui va venir impacter le coût de formation normalement. Quand je parlais d'individualisation du parcours, donc l'idée c'est bien qu'en fonction de votre profil, il peut y avoir des modules ou des matières dont vous n'avez pas besoin parce que vous les maîtrisez déjà. Donc normalement les allègements ou réductions de parcours devra avoir un impact, c'est pour ça qu'on a mis une petite étiquette de solde sur le coût. Maintenant, si ça n'en a pas, vous pouvez demander aussi pourquoi à l'organisme de formation. Et ça fait partie des critères de choix. Alors, c'est très bien de terminer sur ce point, parce que je vais faire le lien avec le positionnement sur lequel donc Céline demandait à ce que nous revienne. Ce positionnement, en fait, il est fait pour d'abord vérifier, alors de la part du centre de formation, que la personne a bien tous les prérequis pour suivre la formation de manière agréable. Sinon, il faut effectivement mettre en place une remise à niveau. Et ce positionnement, il est fait aussi pour repérer éventuellement les connaissances déjà acquises de la part d'un candidat ou les modules même qui seraient déjà acquis par le biais d'autres diplômes. Dans le cadre de la réforme Avenir professionnel, il est bien noté donc, que ce positionnement est obligatoire et donc il est à faire par les centres de formation qui sont les seuls à pouvoir juger, à pouvoir évaluer, à pouvoir faire ce positionnement.
Et donc, il va avoir aussi un impact, ce positionnement, sur les financements qui peuvent être demandés de la part des futurs stagiaires potentiels. Et là, je prends comme exemple le projet de transition professionnelle qui remplace donc le congé individuel de formation, où là seront possibles donc des parcours à partir de blocs de compétences, c'est-à-dire des modules, des parties de diplôme, sans forcément viser le module complet. Ce qui sera à défendre finalement dans l'argumentation de cette demande de financement, ce sera bien l'adéquation de l'offre de formation avec le besoin et le projet de la personne, et donc bien sûr l'adéquation du coût, puisque aujourd'hui le regard des commissions paritaires sur le coût ajusté au projet est vraiment important, plus important encore, et c'est en cela que le positionnement permettra d'objectiver la dépense finalement liée au projet de formation. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Alors, on a une autre question en effet. Alors, si mon parcours est individualisé par des allègements de formation, aurais-je la même certification que les stagiaires qui auront suivi la formation complète? Oui. Oui, c'est l'objectif. Ensuite, il y a une autre question. Y a-t-il une période dans l'année où il est plus sûr ou facile d'obtenir sa demande de financement? Je ne crois pas. Je ne crois pas, en tout cas, pour ce qui concerne les commissions du Fonds Gestif Bretagne, sur les années qui se sont écoulées, les budgets ont été prévus chaque mois en fonction des volumes voilà, de formation qui avaient eu lieu sur les années antérieures. Donc, normalement, le système est fait pour qu'il n'y ait pas d'injustice en fonction du moment où on demande son financement. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de période favorable. On a une petite question aussi là. Est-ce qu'une formation CNED peut être financée par le CPF? Oui, alors j'ai répondu oui si elle est certifiante. En fait, le compte personnel de formation, et c'est très bien de revenir sur cette question parce que c'est important de le comprendre, le compte personnel de formation, qu'il soit seul ou qu'il soit à la base d'un projet de transition professionnelle, permet de financer uniquement les formations qui sont au répertoire national des certifications professionnelles, c'est-à-dire les formations certifiantes, donc au terme desquelles le stagiaire obtient un diplôme, ou bien un titre, ou bien un certificat. Alors, mes questions s'enchaînent. Une formation RNCP est-elle reconnue par l'État? Est-ce ça qui donne un niveau Bac plus 3 ou 5? Oui, de ce que je comprends de la question, c'est qu'une formation qui est au répertoire national des certifications professionnelles, elle donne un diplôme ou un titre ou un brevet ou un certificat. Donc c'est ce qu'on entend de manière, on va dire, régulière comme étant des formations reconnues par l'État. Donc c'est reconnu, c'est au répertoire. Et est-ce que c'est ça qui donne un niveau Bac plus 3 ou 5 ou Bac ou même CAP, BEP? Oui, effectivement, les formations inscrites au RNCP ont un niveau. Non, je pense qu'on a fait le tour à ce stade de toutes les questions, non? Attendez, on arrive là. Est-ce qu'un organisme de formation doit obligatoirement fournir une synthèse de positionnement et sous quelle forme? Alors, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la loi maintenant le prévoit. Voilà,
toute personne qui voudra faire une demande de financement sur une formation devra fournir une synthèse de positionnement effectuée avec l'organisme de formation qu'elle a choisi. Les décrets prévoient que c'est à la charge de l'organisme de formation de faire ça. Sous quelle forme? Pour l'instant, on n'a pas de formatif par rapport à la synthèse de positionnement. Je pense que ça va s'éclaircir et se travailler au fur et à mesure que les organismes de formation, et à moins qu'il y ait des décrets complémentaires qui précisent, mais c'est vrai que après on peut imaginer que c'est un document qui dit que voilà, pour rentrer dans telle formation, il faut tel et tel prérequis, et qu'en fonction des voilà, la question de visée qui se déroule voilà, en fonction des critères des organismes. Alors c'est une bonne question, ça peut être des critères des organismes et puis des critères peut-être attendus au niveau du diplôme visé ou de la formation visée. Ça peut être un mixte des deux, quoi. Ça fait vraiment partie des questions que vous pouvez aussi poser aux organismes de formation. N'hésitez pas à aborder ces sujets-là. Ils ont l'habitude de recevoir des stagiaires potentiels et donc ils ont l'habitude de renseigner en fait sur les critères, la manière dont ils vont justement évaluer votre candidature. Alors on a eu deux autres questions. La dernière, je vais commencer par la dernière puisqu'elle continue le sujet, mais je n'oublie pas celle de Nadine qui est arrivée il y a juste quelques minutes. Donc Linda, et si ma formation n'est pas inscrite au RNCP, quelle solution de financement s'offre à moi? C'est une très bonne question. En tout cas, le compte personnel de formation ne permet pas de financer ces formations qui ne sont pas inscrites au RNCP et le projet de transition professionnelle ne le permet pas non plus. Alors concernant les solutions de financement alternatives, ce serait idéal qu'on puisse en discuter de manière un petit peu plus individualisée, puisque c'est un sujet, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre comme ça, je n'ai pas de réponse toute faite. Et donc j'enchaîne avec la question suivante, les formations de développement personnel peuvent-elles être certifiantes et donc être prises en charge? Pourquoi pas? Il faut faire la recherche dans le répertoire national de certification professionnelle des formations qui pourraient l'être. Et ça, on peut nous conseiller en évolution professionnelle et aujourd'hui habitués quand même de cette question de la formation, vous aider à faire cette recherche. On connaît les outils à utiliser, on connaît les acteurs de la certification et donc on a une petite idée aussi de l'offre de formation et des différents parcours dans les différents domaines. Donc là-dessus, on peut vraiment vous aider. Nadine. À partir de quand pourra-t-on à nouveau déposer des dossiers? CPF Transition, je suppose, le remplaçant du CIF. Après, voilà, les décrets sont sortis. Ça, on va dire que les décrets ont tracé les grandes lignes. Il manque encore beaucoup de petites lignes de détails, notamment c'est quoi les critères, voilà, qu'est-ce qu'il va y avoir à fournir dans le dossier. Bon, ils l'ont un peu précisé dans les décrets, mais voilà, il y a une question aussi de critères aussi qui va être importante. Par contre, ce qui est important aussi, c'est la notion de projet de transition professionnelle. Et là, on a une notion, je dirais un peu affirmée, mais on est en attente aussi de textes complémentaires sur la notion de reconversion professionnelle. Donc voilà, après la question, c'est est-ce que si vous aviez, peut-être Linda a fait une demande de CIF auparavant et que voilà, vous demandez ça parce que vous voulez redéposer un dossier sous forme d'un CPF de transition professionnelle, la question va se poser de savoir si ça rentre bien dans le cadre d'un projet de reconversion. Et on attend quand même des éclaircissements sur ce qu'ils ont indiqué comme notion de reconversion professionnelle, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident à clarifier comme notion. Et donc, voilà, on peut dire qu'au niveau des dossiers, on va plutôt être sur premier trimestre 2019. Mais je pense que d'ici fin mars, ce sera possible de déposer un dossier.
De toute façon, nous allons proposer à nouveau un webinaire sur l'actualité de la loi Avenir Professionnel et donc son impact sur le CPF Transition Professionnelle. Donc suivez nos dates sur notre site internet, sur les réseaux sociaux, pour pouvoir effectivement profiter des dernières nouvelles. Didier posait à nouveau une question en demandant est-ce que le choix d'une formation ne se fera qu'à partir de l'application smartphone. Eh bien, c'est justement là vous touchez un point sensible parce qu'en abordant aujourd'hui ce sujet du bon choix de la formation, nous souhaitons justement attirer l'attention des bénéficiaires de formation sur cette question, c'est-à-dire que effectivement le smartphone et l'application CPF vont permettre un accès peut-être plus facile à la mise en place de l'utilisation du compte CPF et à la demande de financement, et c'est tant mieux. Néanmoins, tout ce qui est en amont de cette consommation, à savoir la réflexion sur le projet professionnel, la réflexion sur le projet de formation et l'aide au choix de formation est vraiment essentielle pour bien gérer en fait son compte formation, bien dépenser ses heures, bien dépenser en fait ses euros aujourd'hui, et donc ou alors bien argumenter sa demande de financement dans le cadre du CPF Transition. Donc c'est en ça que les conseillers du FONGECIF Bretagne peuvent intervenir et vous recevoir pour aborder tous les critères dont il a été question durant ce webinaire. Vous voyez là le nuage d'icônes qui apparaît. Donc effectivement, pour chacun d'entre vous, tous les icônes ne seront pas forcément pertinents. À vous de sélectionner ceux qui auront, en tout cas, qui feront sens pour vous. Et bien sûr, si vous le souhaitez, si vous voulez approfondir cette question ou travailler en amont encore de cette question, vous avez à l'écran notre numéro de téléphone, le numéro de notre plateforme pour obtenir un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle sur votre territoire, donc à proximité de votre domicile. Rendez-vous qui, je le rappelle, sont individuels, gratuits et confidentiels. Alors, j'ai une autre question. On a une autre question. Le CEP va donc remplacer l'accompagnement possible du bilan de compétences en amont de la formation éventuelle. Pourquoi pas? Après, c'est pas forcément l'objectif non plus. Et puis, on a précisé que les personnes pouvaient travailler leur projet en amont aussi, de différentes façons, que ce soit sous forme d'un bilan de compétences, que ce soit sur un accompagnement CEP avec les conseillers en évolution professionnelle. L'objectif, c'est pas de remplacer, c'est peut-être d'être complémentaire, c'est peut-être aussi, mais c'est vrai que par rapport au bilan de compétences, il peut y avoir des difficultés pour certaines personnes maintenant en termes de financement d'y avoir accès parce qu'il n'est plus finançable que via le compte personnel de formation. En fait, dans la réponse pourquoi pas, c'est et si vous n'aviez pas suffisamment aujourd'hui d'euros sur votre compte personnel de formation et que vous souhaitez quand même être accompagné pour une démarche d'orientation, alors le CEP peut être une alternative à ce que vous auriez peut-être envisagé au préalable dans le cadre d'un bilan de compétences. Le CEP ne sera pas un bilan de compétences puisque c'est autre chose, mais néanmoins il existe des outils et nous avons une offre de services dans laquelle nous pourrions trouver des réponses, en tout cas des méthodes pour vous accompagner et réfléchir. L'idée étant toujours, encore une fois, de bien aussi gérer son compte personnel de formation pour utiliser aussi cet argent pour la formation. Donc si le CEP suffit à réfléchir en amont avant d'aller en formation, pourquoi pas? Il faut pouvoir en discuter, bien sûr, et donc là je vous renvoie encore une fois vers nous de manière individuelle si nous jugeons, si nous estimons en tout
tout cas ensemble avec vous, que le bilan de compétences semble le plus approprié. À ce moment-là, il faudra effectivement le décider. Voilà, la réalité, c'est que ces deux prestations existent. L'une est gratuite et l'autre payante. Dilemme, dit Didier, ben oui, c'est ça, le dilemme, en effet. L'une est gratuite et l'autre payante. Ce qu'il faut voir, c'est la pertinence et le bon usage de l'une ou l'autre. Donc ça, c'est à discuter dans le cadre d'un entretien de conseil, en effet. Et puis, on avait aussi une question de la part de Anne. Le fonds GESIF peut-il conseiller toutes les personnes salariées de toutes branches et les demandeurs d'emploi? Eh bien, nous sommes 12 en Bretagne, donc peut-être compliqué de recevoir tous les salariés et tous les demandeurs d'emploi. Les demandeurs d'emploi ont aussi accès à des conseillers en évolution professionnelle au sein des agences Pôle emploi, rappelons-le. Et puis, effectivement, nous sommes aujourd'hui, le fonds GESIF, et dans cette année de transition, l'interlocuteur pour les salariés de toutes les branches, en effet. Je ne crois pas que nous ayons de nouvelles questions, en tout cas. Ah, si. L'effectif des CEP va-t-il croître? Nous le souhaitons, évidemment. Oui, on veut. En tout cas, merci de votre participation. Les questions étaient vraiment intéressantes. On voit bien qu'il y a finalement, avec ce changement de loi, voilà, des nouveaux questionnements qui s'installent. Le choix de la formation reste donc vraiment essentiel. Et donc, pour plus d'informations, merci de nous contacter donc, pour des rendez-vous individuels au 02 99 29 72 48. Oui, et de rester en veille aussi sur notre site internet et sur les prochains webinaires qu'on pourrait programmer, hein, parce que je vois qu'il y a des questions aussi sur les dossiers, enfin, voilà, qui arrivent. Voilà, il va y avoir des réponses à apporter sur toute forme de webinaires qui seront peut-être plus précises que là aujourd'hui, où on n'a pas encore toutes les informations. Je pense ça. Voilà. Le webinaire s'achève. Oui. Merci de votre présence. À bientôt. Bonne continuation. Merci. Au revoir.